Si je te disais que la prochaine décision que tu vas prendre n'est peut-être pas vraiment la tienne? Et si, au moment précis où tu crois choisir librement de regarder cette vidéo, ton cerveau avait déjà décidé pour toi? Quelques millisecondes avant que tu en prennes conscience. Imagine un instant que ton sentiment de liberté soit seulement une sensation, une impression, une histoire que ton esprit se raconte pour maintenir l'illusion de contrôle. Est-ce que cela te dérange? Est-ce que cela t'effraie? Ou est-ce que, au fond, tu l'as toujours soupçonné? Depuis l'enfance, on nous répète que nous sommes responsables de nos choix. Choisis bien tes amis, choisis ta carrière, choisis ta vie. Mais qu'est-ce qu'un choix, réellement? Est-ce un acte souverain? Ou le résultat invisible d'une chaîne infinie de causes que tu ne maîtrises pas? Si tout en toi, ton éducation, tes traumatismes, ta culture, tes désirs, ta biologie influencent tes décisions, où se cache exactement ton libre arbitre? Reste avec moi, parce que ce voyage pourrait changer à jamais ta façon de te percevoir. Regarde ton propre parcours. Pourquoi aimes-tu certaines musiques et pas d'autres? Pourquoi es-tu attiré par certaines personnes? Pourquoi certaines idées te révoltent immédiatement? As-tu choisi tes goûts ou ont-ils émergé de ton environnement? Lorsque tu étais enfant, tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ton pays. Tu n'as pas choisi ta langue. Tu n'as pas choisi ton tempérament biologique. Et pourtant, tout cela façonne ton identité. Le déterminisme affirme une chose radicale. Chaque événement est causé par des événements antérieurs. Rien n'apparaît spontanément. Si c'est vrai, alors tes décisions seraient simplement le dernier maillon d'une longue chaîne causale. Tu crois décider, mais tu es décidé. Cela semble dur, presque déshumanisant. Et pourtant, c'est une idée défendue par des penseurs comme Baruch Spinoza, qui affirmait que nous nous croyons libres uniquement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Passons maintenant aux neurosciences. Dans les années 1980, une expérience célèbre menée par Benjamin Libet a bouleversé le débat. Il demandait à des participants de bouger leurs doigts quand ils le souhaitaient. Mais en mesurant l'activité cérébrale, il observa que le cerveau montrait des signes de décision avant que la personne ne rapporte consciemment avoir choisi de bouger. En d'autres termes, le cerveau décide avant que toi tu ne décides. Alors, qui commande? Est-ce que ta conscience n'arriverait qu'après coup, comme un narrateur qui justifie une action déjà enclenchée? Des études plus récentes en imagerie cérébrale suggèrent même que certaines décisions peuvent être prédites plusieurs secondes avant que le sujet en soit conscient. Si ton cerveau prépare ton action avant que tu en aies conscience, que reste-t-il de la liberté? Mais ne te précipite pas vers la conclusion, car le débat est loin d'être clos. Certains philosophes, comme Jean-Paul Sartre, soutiennent au contraire que l'être humain est radicalement libre. Pour lui, nous sommes condamnés à être libres. Même ne pas choisir est un choix. Même suivre nos conditionnements est une décision. La liberté, selon cette perspective, ne consiste pas à échapper aux influences, mais à assumer pleinement notre responsabilité. Et là, la tension apparaît. Si tout est déterminé, comment juger un criminel? Si tout est causé, peut-on encore parler de mérite? De faute? La justice repose sur l'idée que nous aurions pu agir autrement. Mais si ce n'est pas vrai, regardons la psychologie. As-tu déjà pris une décision impulsive que tu as regrettée? As-tu déjà agi sous le coup de la colère en te disant ensuite « ce n'était pas moi » ? Qui était-ce alors? Ton inconscient joue un rôle immense. Des biais cognitifs influencent ton jugement. Des automatismes dirigent tes réactions. Des traumatismes colorent tes interprétations. Nous sommes traversés par des forces invisibles. Et souvent, nous rationalisons après coup. Tu choisis un produit en magasin persuadé que c'est rationnel. Alors que le marketing, la disposition des rayons et la musique ambiante ont orienté ta décision. Es-tu libre ou influencé? Et puis il y a la spiritualité. Certaines traditions orientales affirment que l'ego lui-même est une illusion. Dans le bouddhisme par exemple, l'idée d'un moi autonome et permanent est remise en question. Si le moi est une construction, qui exerce le libre arbitre? D'autres traditions parlent de destinée, d'un plan divin, d'un chemin tracé. Si tout est écrit, que signifie choisir? Et pourtant, dans ces mêmes traditions, on insiste sur la responsabilité individuelle.
comme si liberté et détermination coexistaient dans un paradoxe mystérieux. Peut-être que la vraie question n'est pas « sommes-nous libres ?», mais plutôt « de quel niveau de liberté parlons-nous ?» Nous ne choisissons pas nos impulsions initiales. Mais pouvons-nous choisir notre réponse? Un élan de colère surgit. Tu ne l'as pas choisi. Mais peux-tu décider de ne pas frapper? Peut-être que la liberté n'est pas absolue. Peut-être qu'elle est relative. Une marge de manœuvre à l'intérieur de contraintes. Comme un joueur d'échecs qui ne choisit pas les règles, mais choisit ses mouvements à l'intérieur du jeu. Imagine maintenant que le libre arbitre soit en partie une illusion, mais une illusion nécessaire. Si tu te percevais comme une simple machine biologique, motivée par des causes mécaniques, aurais-tu encore la motivation d'agir? Le sentiment de liberté pourrait être un outil évolutif. Une sensation qui te pousse à planifier, à créer, à assumer, même si au fond les causes sont infinies. Et si la vérité était plus nuancée? Et si nous étions à la fois déterminés et libres, déterminés par notre passé, libres dans notre capacité de prise de conscience? La conscience pourrait être l'espace où les causes se rencontrent et où une direction émerge. Pas une liberté magique, mais une liberté émergente. Maintenant, pose-toi cette question personnelle. Si tu acceptais que ton libre arbitre soit limité, qu'est-ce que cela changerait dans ta vie? Serais-tu plus indulgent envers toi-même? Plus compatissant envers les autres? Moins arrogant dans tes succès? Moins cruel dans tes jugements? Ou au contraire, te sentirais-tu dépossédé? Peut-être que le libre arbitre n'est ni totalement réel, ni totalement illusoire. Peut-être qu'il est une tension, un espace fragile entre cause et conscience, un équilibre dynamique. Tu n'es pas l'auteur absolu de ton histoire, mais tu n'es pas non plus un simple spectateur. Tu es un point de convergence. Alors, le libre arbitre est-il une illusion? La science nous dit que nos décisions émergent de processus inconscients. La philosophie nous dit que la responsabilité demeure. La spiritualité nous dit que l'ego est une construction. La société exige que nous répondions de nos actes. Peut-être que la véritable liberté ne consiste pas à être indépendant des causes, mais à comprendre les causes, à élargir notre conscience, à transformer nos conditionnements au lieu de les subir. Et peut-être que la liberté commence précisément là, dans la lucidité. Si cette réflexion t'a troublé, c'est normal. Le doute est le début de la pensée. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir, penses-tu que tu aurais pu cliquer ailleurs que sur cette vidéo? Ou était-ce inévitable? Écris-moi ton avis en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les débats profonds. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces questions qui dérangent et qui éveillent, parce que la plus grande liberté est peut-être de continuer à chercher. Et si nous explorions encore une dimension plus intime? Quand tu dis « je veux », que signifie réellement ce « je » ? Est-ce une entité stable, continue, indépendante? Ou une succession d'états mentaux reliés par la mémoire? Ton toi d'il y a 10 ans n'a pas les mêmes désirs, pas les mêmes convictions, pas les mêmes peurs. Pourtant, tu dis que c'est toujours toi. Si ton identité évolue en permanence, si tes valeurs changent, si ton regard sur le monde se transforme, alors qui exerce le libre arbitre? Un soi fixe ou un flux dynamique? La mémoire joue un rôle central. Elle donne l'impression d'une continuité. Elle crée un récit cohérent. Mais les neurosciences montrent que la mémoire n'est pas un enregistrement parfait. Elle reconstruit, elle interprète, elle modifie. Ton passé n'est pas une archive intacte. C'est une narration en mouvement. Si ton identité est une histoire que ton cerveau actualise sans cesse, ta liberté serait-elle aussi narrative? Regarde comment tu expliques tes décisions après coup. Tu trouves des raisons, tu organises les faits, tu donnes du sens. Mais parfois, ces raisons sont construites après l'action. Comme si ton esprit voulait à tout prix préserver l'image d'un agent libre. Peut-être que la conscience est un avocat. Elle justifie ce qui s'est déjà produit. Mais alors, est-elle seulement un commentateur? Et pourtant, il existe des moments où tout semble suspendu. Un instant de clarté, une décision difficile, un sacrifice, un pardon. Dans ces moments, tu ressens intensément ta capacité d'agir. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas impulsif, c'est réfléchi. Est-ce cela la liberté? Une lenteur, une délibération consciente,
un espace entre stimulus et réponse. Viktor Frankl parlait justement de cet espace. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il y aurait une zone intérieure. Et dans cette zone, nous avons un pouvoir. Même dans les conditions les plus extrêmes, même face à la souffrance, même lorsque tout semble déterminé. Cet espace est fragile, mais il existe. Cependant, une objection surgit. Si ton cerveau crée cet espace, alors lui aussi obéit à des lois physiques, ce qui signifie que même ta délibération consciente est causée. Le paradoxe revient. Plus tu cherches la liberté, plus tu découvres des couches de détermination. Comme si la liberté reculait à mesure que tu avances. Mais peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Peut-être que la liberté n'est pas l'absence de cause. Peut-être qu'elle est la capacité à intégrer des causes multiples. Un système simple réagit mécaniquement. Un système complexe, lui, peut moduler ses réponses. Plus un être est complexe, plus ses comportements deviennent imprévisibles. Et l'imprévisibilité n'est pas nécessairement le chaos. C'est parfois le signe d'une autonomie relative. Pense à l'art. Quand un musicien improvise, il est influencé par ses années d'apprentissage, par la musique qu'il a écoutée, par ses émotions du moment. Rien n'est totalement spontané. Et pourtant, quelque chose de nouveau surgit. Une création unique. La liberté pourrait ressembler à cela. Une improvisation à partir d'un cadre donné. Dans la vie quotidienne, cela signifie peut-être ceci. Tu ne contrôles pas les cartes que tu reçois, mais tu influences la manière dont tu les joues. Certains auront plus de contraintes, d'autres plus d'opportunités. La justice sociale elle-même dépend de cette reconnaissance. Comprendre que nous ne partons pas tous du même point, mais reconnaître aussi que des marges d'action existent. Et si le vrai danger n'était pas l'illusion du libre arbitre, mais l'illusion de son absence? Si tu crois que tout est écrit, tu risques de renoncer. Si tu te perçois comme une machine programmée, tu pourrais cesser d'essayer. Le fatalisme peut devenir paralysant. Or, l'histoire humaine montre autre chose. Des révolutions, des inventions, des transformations personnelles, des individus qui changent de trajectoire. Et si nous explorions encore une dimension plus intime? Quand tu dis « je veux », que signifie réellement ce « je » ? Est-ce une entité stable, continue, indépendante? Ou une succession d'états mentaux reliés par la mémoire? Ton toi d'il y a 10 ans n'a pas les mêmes désirs, pas les mêmes convictions, pas les mêmes peurs. Pourtant, tu dis que c'est toujours toi. Si ton identité évolue en permanence, si tes valeurs changent, si ton regard sur le monde se transforme, alors qui exerce le libre arbitre? Un soi fixe ou un flux dynamique? La mémoire joue un rôle central. Elle donne l'impression d'une continuité. Elle crée un récit cohérent. Mais les neurosciences montrent que la mémoire n'est pas un enregistrement parfait. Elle reconstruit, elle interprète, elle modifie. Ton passé n'est pas une archive intacte. C'est une narration en mouvement. Si ton identité est une histoire que ton cerveau actualise sans cesse, ta liberté serait-elle aussi narrative? Regarde comment tu expliques tes décisions après coup. Tu trouves des raisons, tu organises les faits, tu donnes du sens. Mais parfois, ces raisons sont construites après l'action. Comme si ton esprit voulait à tout prix préserver l'image d'un agent libre. Peut-être que la conscience est un avocat. Elle justifie ce qui s'est déjà produit. Mais alors, est-elle seulement un commentateur? Et pourtant, il existe des moments où tout semble suspendu. Un instant de clarté, une décision difficile, un sacrifice, un pardon. Dans ces moments, tu ressens intensément ta capacité d'agir. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas impulsif, c'est réfléchi. Est-ce cela la liberté? Une lenteur, une délibération consciente, un espace entre stimulus et réponse. Viktor Frankl parlait justement de cet espace. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il y aurait une zone intérieure. Et dans cette zone, nous avons un pouvoir. Même dans les conditions les plus extrêmes, même face à la souffrance, même lorsque tout semble déterminé. Cet espace est fragile, mais il existe. Cependant, une objection surgit. Si ton cerveau crée cet espace, alors lui aussi obéit à des lois physiques, ce qui signifie que même ta délibération consciente est causée. Le paradoxe revient. Plus tu cherches la liberté, plus tu découvres des couches de détermination. Comme si la liberté reculait à mesure que tu avances. Mais peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Peut-être que la liberté n'est pas l'absence de cause.
Peut-être qu'elle est la capacité à intégrer des causes multiples. Un système simple réagit mécaniquement. Un système complexe, lui, peut moduler ses réponses. Plus un être est complexe, plus ses comportements deviennent imprévisibles. Et l'imprévisibilité n'est pas nécessairement le chaos. C'est parfois le signe d'une autonomie relative. Pense à l'art. Quand un musicien improvise, il est influencé par ses années d'apprentissage, par la musique qu'il a écoutée, par ses émotions du moment. Rien n'est totalement spontané. Et pourtant, quelque chose de nouveau surgit. Une création unique. La liberté pourrait ressembler à cela. Une improvisation à partir d'un cadre donné. Dans la vie quotidienne, cela signifie peut-être ceci. Tu ne contrôles pas les cartes que tu reçois, mais tu influences la manière dont tu les joues. Certains auront plus de contraintes, d'autres plus d'opportunités. La justice sociale elle-même dépend de cette reconnaissance. Comprendre que nous ne partons pas tous du même point, mais reconnaître aussi que des marges d'action existent. Et si le vrai danger n'était pas l'illusion du libre arbitre, mais l'illusion de son absence? Si tu crois que tout est écrit, tu risques de renoncer. Si tu te perçois comme une machine programmée, tu pourrais cesser d'essayer. Le fatalisme peut devenir paralysant. Or, l'histoire humaine montre autre chose. Des révolutions, des inventions, des transformations personnelles, des individus qui changent de trajectoire. Peut-être que la question essentielle est existentielle. Comment veux-tu vivre? Comme si tout était fixé, ou comme si tes choix avaient du poids? Même si le libre arbitre est partiel, agir comme s'il comptait transforme ton expérience. Cela nourrit la responsabilité, la créativité, la dignité. Et maintenant, imagine ceci. Si nous sommes en partie déterminés, alors nos erreurs ne sont pas seulement des fautes individuelles. Elles sont aussi des symptômes de contexte. Cela appelle à plus de compréhension. Mais si nous avons aussi une marge de liberté, alors chaque instant porte une possibilité, une bifurcation, un changement subtil. La vérité pourrait être une danse. Entre nécessité et invention, entre structure et spontanéité, entre passé et avenir. Tu es le produit de milliards de causes. Et pourtant, en ce moment précis, tu écoutes, tu réfléchis, tu doutes. Ce doute lui-même est un acte vivant. Alors, le libre arbitre est-il une illusion ou est-il une réalité émergente, fragile, évolutive? Peut-être que la réponse dépend du niveau d'analyse. Au niveau des particules, tout obéit aux lois physiques. Au niveau humain, la conscience introduit une nouvelle dimension. Une dimension où le sens apparaît. Et le sens change tout. Avant de terminer cette exploration, je te laisse avec une dernière réflexion. Si demain, la science prouvait définitivement que le libre arbitre est une illusion totale, est-ce que tu aimerais encore? Est-ce que tu créerais encore? Est-ce que tu pardonnerais encore? Peut-être que la liberté la plus profonde n'est pas métaphysique. Peut-être qu'elle est vécue dans l'engagement, dans la décision consciente d'avancer, même dans l'incertitude. Approfondissons encore. Il existe une expérience très simple que tu peux faire maintenant. Décide, dans les prochaines secondes, de penser à un nombre entre 1 et 10. Ne le dis pas à voix haute. Choisis-le intérieurement. Tu as l'impression de l'avoir choisi librement, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce nombre précisément? Pourquoi pas un autre? Pourquoi le 7 revient-il si souvent dans l'esprit des gens? Tes choix sont influencés par des habitudes culturelles, par des préférences inconscientes, par des probabilités mentales. Même dans un espace apparemment neutre, ton esprit est orienté. Prenons un autre exemple. Lorsque tu tombes amoureux, as-tu vraiment choisi cette personne? Ou as-tu été attiré par des traits qui te rappellent ton enfance? Par une dynamique émotionnelle familière? Par des schémas relationnels appris? Beaucoup de psychologues montrent que nous répétons inconsciemment des modèles. Nous appelons cela destin, mais ce pourrait être simplement un script intérieur. Si l'amour lui-même est influencé par ton passé, alors ton cœur est-il libre? Et pourtant, il y a des moments où quelqu'un décide de rompre un cycle toxique, de ne plus reproduire la même histoire, de choisir différemment. Ce moment-là semble presque héroïque, comme si une force nouvelle surgissait. Mais cette force, d'où vient-elle? D'une prise de conscience, d'une souffrance devenue insupportable, d'une rencontre transformatrice. Encore des causes, mais des causes qui transforment d'autres causes. Revenons à la science.
Certains chercheurs parlent de plasticité cérébrale. Ton cerveau n'est pas figé. Il se modifie en fonction de tes expériences. Chaque apprentissage change littéralement ta structure neuronale. Cela signifie que même si tu es déterminé par ton passé, tu peux modifier ton futur en modifiant tes habitudes. Le déterminisme n'est pas une prison immobile. C'est un flux, un processus dynamique. Imagine un fleuve. Il suit un cours déterminé par la géographie. Mais avec le temps, il érode la roche. Il creuse de nouveaux chemins. Ta conscience pourrait être semblable à cette érosion lente, un changement progressif. Pas une rupture magique avec les lois de la nature, mais une influence réelle à l'intérieur de ces lois. Il existe aussi la question du hasard. Au niveau quantique, certains phénomènes semblent indéterminés, mais le hasard n'est pas la liberté. Si une décision était purement aléatoire, elle ne serait pas plus libre. Elle serait simplement imprévisible. La liberté ne peut pas être réduite au chaos. Elle implique une cohérence, une intention, une direction. Alors peut-être que la liberté se situe ailleurs, dans la capacité à donner du sens. Deux personnes vivent le même événement. L'une se brise, l'autre grandit. Les circonstances sont identiques, mais l'interprétation diffère. Et cette interprétation transforme la trajectoire. La liberté pourrait être cette faculté de relecture, cette capacité à transformer l'expérience en apprentissage. Regarde les grandes figures de l'histoire. Certaines ont grandi dans l'adversité extrême. Pourtant, elles ont changé le monde. Étaient-elles simplement le produit inévitable de leur environnement? Ou ont-elles exercé une liberté intérieure exceptionnelle? Peut-être que la grandeur humaine réside précisément dans cette tension. Agir malgré les déterminismes, non pas en les niant, mais en les transcendant partiellement. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. La liberté est aussi une question de conditions. Un individu opprimé, affamé, traumatisé ne dispose pas de la même marge de manœuvre qu'un individu privilégié. Reconnaître les déterminismes, c'est aussi reconnaître les inégalités. Cela appelle à la responsabilité collective. Créer des environnements qui élargissent les possibles. Et toi, aujourd'hui, quels sont les déterminismes qui pèsent sur toi? Ta famille, ton passé, tes peurs, ton contexte social? Les identifier ne te rend pas impuissant. Au contraire, cela te donne une carte. Et avec une carte, tu peux chercher des chemins alternatifs. La liberté n'est peut-être pas un point de départ. Elle est peut-être une conquête, un travail intérieur, une expansion progressive de conscience. Plus tu comprends tes mécanismes, moins ils te dirigent aveuglément. Plus tu observes tes impulsions, plus tu peux les moduler. Il existe une phrase puissante. Ce qui n'est pas conscient te dirige et tu appelles cela le destin. Si cela est vrai, alors la liberté commence par la lucidité, par la capacité à voir ce qui agit en toi. Pas pour t'en détacher complètement, mais pour dialoguer avec ses forces. Alors, le libre arbitre est-il une illusion? Peut-être qu'il est une expérience, une sensation réelle, même si ses fondations sont complexes. Peut-être que la liberté absolue n'existe pas, mais qu'une liberté relative, évolutive, existe bel et bien. Et cette liberté, même partielle, suffit à transformer une vie. Imagine que ta liberté soit comme une flamme, petite au départ, fragile, influencée par le vent, mais capable de grandir. Si tu l'alimentes par la réflexion, par l'apprentissage, par la conscience, elle devient plus stable. Et maintenant, je te pose une question finale pour cette partie de notre voyage. Si tu découvrais que tu n'es libre qu'à 30%, que ferais-tu de ces 30%? Les ignorerais-tu ou les utiliserais-tu pleinement? Peut-être que la grandeur humaine ne réside pas dans une liberté totale, mais dans la manière dont nous utilisons la liberté que nous avons. Alors dis-moi, penses-tu que nous sommes des auteurs, des acteurs ou simplement des scènes à travers lesquelles la vie se joue? Écris-le en commentaire, parce que la réflexion ne s'arrête pas ici. Elle continue en toi. Nous arrivons au terme de ce voyage, et peut-être que tu ressens quelque chose d'étrange. Ni une certitude absolue, ni un effondrement total, mais une tension. Une tension entre deux visions du monde. D'un côté, le déterminisme. Tout serait le résultat de causes antérieures. Ton caractère, ton histoire, ta biologie, ta culture.
chaque décision inscrite dans une chaîne invisible. De l'autre, l'expérience intime de la liberté. Ce moment où tu hésites, où tu délibères, où tu choisis malgré la peur. Alors, qui a raison? Peut-être que la question était mal posée depuis le début. Ce n'est peut-être pas « sommes-nous totalement libres ?» Oh, Sommes-nous totalement déterminés? mais plutôt « comment la liberté émerge-t-elle à l'intérieur des contraintes ?» Car oui, tu n'as pas choisi ton point de départ, tu n'as pas choisi ton enfance, tu n'as pas choisi la plupart des événements qui t'ont façonné. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, tu es capable de réfléchir à tout cela. Tu es capable d'observer tes propres mécanismes, de questionner tes automatismes, de douter, et ce doute est puissant. Peut-être que la liberté absolue est une illusion, mais peut-être que la lucidité ne l'est pas. Et la lucidité change tout. Quand tu comprends tes conditionnements, ils perdent une partie de leur emprise. Quand tu identifies tes peurs, elles cessent d'agir dans l'ombre. Quand tu observes une impulsion, tu crées un espace. Et dans cet espace, même minuscule, réside une possibilité. La liberté n'est peut-être pas un pouvoir magique au-dessus des lois de l'univers. Elle est peut-être une capacité émergente, une conscience qui se réfléchit elle-même, une matière devenue capable de se questionner. Tu n'es pas hors du monde, tu es le monde devenu conscient. Et à travers toi, l'univers expérimente le choix, même si ce choix est conditionné, même s'il est limité, même s'il n'est pas absolu. Il est vécu, et ce vécu a du sens. Alors, finalement, le libre arbitre est-il une illusion? Peut-être qu'il est une construction, mais une construction réelle dans ses effets. Peut-être qu'il n'est pas total, mais suffisamment présent pour que ta vie ne soit pas insignifiante. La vraie question devient alors, que fais-tu de la liberté que tu perçois? Choisis-tu d'en faire un outil de croissance, un prétexte pour te transformer, un levier pour agir avec plus de conscience? Écris ton avis en commentaire. Je veux lire ta réflexion. Si cette exploration t'a apporté de la clarté, du trouble ou simplement une nouvelle perspective, partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime remettre le réel en question. Et abonne-toi pour continuer à explorer ces grandes questions qui redéfinissent notre manière de voir le monde et nous-mêmes. Parce qu'au fond, la plus grande liberté que nous ayons peut-être, c'est celle de continuer à chercher la vérité.